On a un autre ouvrage majeur, une autre sortie pour l'été, un classique de la droite, on va dire la droite traditionnelle, la droite radicale. C'est Révolte contre le monde moderne de Julius Evola. Julius Evola, il est né à Rome en 1898 et il est issu de la petite noblesse sicilienne. C'est pour ça qu'il a le titre de baron. Il a un parcours biographique très intéressant puisque évidemment il va traverser la Première Guerre mondiale, le fascisme italien, le nazisme, la Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre. Et effectivement, son œuvre va se construire petit à petit. Alors dans ses jeunes années, il est très intéressé, il fréquente les milieux artistiques. Il est peintre aussi, hein? Il est peintre, à l'origine il est peintre et poète. Et en fait il fréquente les milieux dadaïstes et les milieux futuristes, qui sont, de manière un peu ironique, des courants très modernistes. Eh bien pour nous en Italie, c'était naturel s'intéresser au futurisme, parce que c'était l'unique courant vraiment d'avant-garde en Italie. Mais je n'ai jamais donné une adhésion formelle au futurisme. Mes rapports avec le futurisme ont été assez superficiels. Pour moi, ce qui était intéressant dans le dadaïsme, c'était une volonté de destruction radicale. C'était l'évocation d'un chaos primordial pour dépasser toutes les limites. Mais le but de cela, ce n'était pas pour moi, selon mon interprétation, le moi qui rentre dans une sorte de vie indifférenciée, mais une ouverture à la transcendance. Première Guerre mondiale, il participe en tant que sous-lieutenant d'artillerie. Après la Première Guerre mondiale, en 1921, parce que c'était un peu un dandy, après avoir essayé des drogues, une petite déviance, il fera sa première tentative de suicide. Et c'est à l'âge de 23 ans, et c'est cette tentative de suicide qui va lui faire abandonner la dimension artistique pour se tourner essentiellement vers la philosophie. À ce moment-là, il s'intéresse aux idéalistes allemands, la philosophie orientale, le bouddhisme, donc dans les références de Julius Evola, on a Nietzsche, René Guénon, Ernest Junger, Otto Wenninger, qu'on édite chez Contre-Culture. Dans les années 20, émergence du fascisme mussolinien en Italie. Et Julius Evola, auquel on fera souvent le procès d'avoir participé à ce mouvement, finalement ne fera jamais partie de l'appareil vraiment fonctionnel, l'appareil d'État du fascisme, puisqu'il le rejoint, mais il en est un éminent critique. Pour lui, le fascisme, c'est quelque chose de pas assez anti-moderne, justement. Et lui, il va essayer... c'est quand même un échec assez relatif, il va essayer de traditionnaliser le fascisme mussolinien, si vous voulez, c'est-à-dire vraiment insuffler ce qu'il appelle la tradition primordiale au cœur du fascisme. Et il trouvera que le fascisme était trop avancé dans la modernité technologique, donc encore trop bourgeois à son goût. Cet échec relatif fera qu'il se tournera vers le Troisième Reich, il va proposer ses services, il va essayer d'influencer la pensée nazie. Ça n'aboutira pas. Les Allemands considéreront qu'il n'était pas assez proche de la philosophie nazie, on va dire. Et c'est pareil, sa critique ultra-traditionnelle n'aboutira pas dans ces mouvements historiques. Deuxième Guerre mondiale, il est réfugié à Vienne, il est grièvement blessé lors d'un bombardement et il finira sa vie paraplégique suite à cet accident. Dans les années 50, il revient à Rome parce qu'évidemment, il avait fui suite à la défascisation, effectivement. Il sera jugé pour soi-disant avoir fomenté un complot de résurgence fasciste. Il sera finalement acquitté et il terminera les 20 dernières années de sa vie en Italie assez sereinement. Il meurt à Rome en 1974. Donc Julius Evola, c'est quelqu'un qui toute sa vie a voulu créer une espèce de mystique de l'Europe impériale. Il est très marqué par l'Empire romain et spirituelle. Voilà. Une Europe impériale spirituelle, c'est vraiment le fondement de sa pensée, encore une fois anti-bourgeoise, radicale. La question qu'il se pose, c'est comment réhabiliter politiquement la doctrine traditionnelle. Voilà, c'est ce qu'on appelle un traditionnaliste. Il a un point commun, notamment avec les phalangistes de type Primo Rivera, c'est qu'il dit que finalement la bourgeoisie capitaliste et son opposition socialiste sont issus de la même matrice moderniste, et que lui, son opposition, elle est radicale, elle est à ces deux visions dont il prétend que c'est le même fruit de la modernité. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vision traditionnelle du monde est totalement inversée par rapport à la vision progressiste, qu'elle soit d'ailleurs libérale ou socialiste. C'est, au lieu de dire que le mieux est vers le futur,
cette idée, c'est de dire que plus ça va, plus c'est pire. Et qu'en fait, on est vraiment dans une temporalité inversée, c'est-à-dire que l'histoire, d'ailleurs lui, il récuse le terme d'histoire, oui. Il est dans de ce point de vue-là, il se rapproche de Eliade et des penseurs de l'ethnologie et des sociétés primitives. Il dit que les hommes du monde ancien étaient hors de l'histoire, étaient dans le temps mythique, qui est un temps plutôt cyclique, étaient connectés aux dieux. Et s'ils étaient peu techniciens, c'est que justement qu'ils étaient la sacralité était l'alternative, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le monde, ils étaient dans le monde, on va dire naturaliste, mais ils avaient conscience qu'il y avait au-dessus le supramonde et en dessous l'inframonde. Pour comprendre aussi bien l'esprit traditionnel que la civilisation moderne en tant que négation du premier, il faut partir d'un point fondamental, la doctrine des deux natures. Il y a un ordre physique et il y a un ordre métaphysique. Il y a la nature mortelle, et il y a la nature des immortels. Il y a la région supérieure de l'être, et il y a la région inférieure du devenir. Plus généralement, il y a ce qui est visible et tangible, et, avant tout cela, il y a ce qui n'est ni tangible ni visible en tant que supramonde, principe et vie véritable. Cette connaissance a été présente partout et toujours dans le monde de la tradition, en Orient ou en Occident, sous une forme ou sous une autre, comme un axe inébranlable auquel tout le reste était ordonné. Et c'est très difficile à comprendre aujourd'hui ce que c'est que le monde des Volas, mais c'est incroyablement, je dirais, poétique et incroyablement troublant, effectivement, puisque c'est la proposition inverse du consensus de la modernité, que ce soit social ou bourgeois, c'est-à-dire l'homme, pour renouer avec sa vraie grandeur, doit se rapprocher des dieux et du monde magico-spiritualo-symbolico-ritualisé et tourner totalement le dos à ce que nous appelons la modernité, à laquelle on associe le progrès, l'émancipation, etc., etc. Ce qui explique que c'est un auteur qui a énormément de charme, parce que ça développe une poétique incroyable, et en même temps que politiquement il soit très difficilement utilisable, parce que je vois aucun homme politique pouvoir aujourd'hui se servir des Volas. Par ailleurs, la société contemporaine se présente comme un organisme qui est passé du type humain au type infra-humain, où toute activité et toute réaction est déterminée par les besoins et les tendances de la seule existence physique. Ces principes dominants sont exactement ceux propres à la part physique des hiérarchies traditionnelles, l'or et le travail. Les choses sont allées si loin dans cette direction que ces deux éléments conditionnent aujourd'hui pratiquement sans exception toute possibilité d'existence. Mais l'or et le travail se forgent aussi des idéologies et des mythes dont la nature ne saurait montrer plus clairement la moderne perversion de toutes les valeurs. À proprement parler, dans cet ouvrage, il y a deux conceptions du monde qui s'affrontent, deux civilisations qui s'affrontent, deux hommes même qui s'affrontent, c'est-à-dire l'homme traditionnel d'un côté et l'homme moderne de l'autre. Effectivement, avec tout ce que vous avez décrit, d'un côté l'individualisme, le rationalisme, etc., l'égalitarisme, l'économisme, l'intellectualisme, la technologie, et de l'autre, effectivement, les valeurs, l'héroïsme, la chevalerie, la droiture, l'organisation. Il parle beaucoup d'organicisme, c'est-à-dire le fait d'avoir un organisme vivant au niveau de l'organisation de la société, justement. Et voilà, donc c'est vraiment une perspective, une ouverture de pensée assez forte et très très bien synthétisée. Et je rappelle que cet ouvrage, c'est un classique. C'est un classique de Julius Evola et qui est très recherché comme ouvrage. Donc en le rééditant chez Contre-Culture pour 25 €, quand même un pavé de plus de 600 pages, on fait quand même un gros boulot. Et puis si vous voulez effectivement découvrir une autre pensée que toutes les pensées finalement qui sont déjà sur la table, par exemple c'est un livre que j'aimerais faire lire à Pagani et lui demander ce qu'il en pense, parce que là, ou à Kluskar s'il était encore vivant, parce que là on est totalement ailleurs. C'est-à-dire que lui il récuse tous les outils qui fondent notre monde, qu'ils soient de gauche ou de droite, et il les récuse radicalement. Effectivement, intellectualisme, etc. Et il dit, vous ne pouvez pas comprendre si vous ne sortez pas totalement de tout ça. Et le fait de faire l'effort de sortir de tout ça est un travail d'imagination qui est très puissant. Moi, je reconnais que je suis fatigué de lire des choses qui sont très approchantes des unes des autres et qui tournent toujours autour du même pot. Et quand on lit Evola, là, on fait un espèce de voyage vertigineux dans un ailleurs, et un ailleurs structuré et pertinent, hein, attention, parce que ça éveille les choses. Hein. Et tout ça pour 25 €. J'ai une dernière petite critique, c'est vrai que quand je le lisais, je pensais à
les contempteurs de la période actuelle qui sont Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, etc. Et je me dis, c'est très gênant pour eux, parce que normalement, ils devraient se revendiquer de ce genre de personnages, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce qu'au cœur de la matrice évolienne se trouve la question de la race. Mais la question de la race, c'est-à-dire qu'il oppose d'un côté ce qu'il appelle, lui, les races nordiques, viriles, justement, solaires, et de l'autre côté, les races sémitiques, féminine, lunaire, voilà, qui donne le monde moderne, qui donne la démocratie, etc., etc. Et donc ça, c'est très gênant pour certaines personnes, et c'est pour ça que Zemmour ne peut pas s'en revendiquer, et dans un autre versant, Chouard et d'autres gauchistes ne peuvent pas l'incarner. Et aussi pour laisser quand même certaines ouvertures par rapport à son racialisme, il parle, comment dirais-je, de noblesse, d'aristocratie de l'esprit. C'est-à-dire qu'il met bien qu'il y a des ponts au-delà de ça, entre tous les gens qui incarnent la noblesse. Donc un grand musulman peut fraterniser avec un grand chrétien, etc., sur des idées qui sont au-delà des idées vulgaires, mais qui est la noblesse d'esprit, la grandeur d'âme, ce qu'il appelle l'esprit aristocratique. Et ça aussi, c'est assez subversif. Je me suis occupé du racisme, mais avec l'intention de le rectifier. De là, une doctrine toute particulière de la race. C'est évident que, comme toute conception, aussi celle de la race dépend de l'idée qu'on a de l'homme. Si cette idée matérialiste, c'est évident qu'il y a aussi les conceptions qu'il prend pour base seront matérialistes. Et ce sera différent lorsque la base est différente. Alors moi, je suis parti pas de la conception biologique de l'être humain, de l'entité humaine, mais bien de la conception traditionnelle. L'homme composé par un esprit, une âme et un corps. Et alors j'ai posé le problème de la race pour toutes les éléments. Alors j'ai formulé une théorie de la race du corps qui correspond plus ou moins à l'anthropologie courante. Une théorie de la race de l'âme qui étudie la typologie, les manières de réagir, des sentiments, des aspirations, tout cela. Tout cela peut avoir un style particulier qui peut être aussi caractéristique d'un certain groupe humain. Et au sommet, il y a la race de l'esprit. Ce sont les formes typiques qui peut avoir l'attitude vis-à-vis au spirituel, à la vie et à la mort en général, les surnaturels, etc. Alors, dans cette manière, j'ai présenté un tableau plus complet, plus intégral du problème de la race.